Mesdames et messieurs, bonjour. Ben voilà, Philippe Andrian et moi-même, Bonjour à tous. nous allons vous présenter donc les 5 éléments et la gémothérapie scientifique, la relation entre la médecine traditionnelle chinoise et l'utilisation de la gémothérapie. Pour cela, on s'est basé sur des études scientifiques et des mesures d'électroacupuncture. Voilà. On va commencer la présentation. On va faire la première partie qui va s'occuper de la médecine traditionnelle chinoise. Et puis, nous allons avoir chaque élément qui va être détaillé plus précisément par rapport à l'utilisation des bourgeons et ce qu'est un élément en médecine traditionnelle chinoise. Alors, pour commencer notre collaboration, 4 grands noms, en tout cas 3 ALTA pour l'école de naturopathie qui s'est occupée des travails et des mémoires, l'Europe Shanghai College concernant la médecine traditionnelle chinoise et la FEH ainsi que l'AIG pour tout ce qui est la connaissance en herboristerie et gémothérapie. Alors, pas besoin de trop nous présenter. Donc, voilà Philippe qui est botaniste et président de l'Association internationale de gémothérapie et moi-même qui s'occupe de tout ce qui est enseignement en acupuncture et pratique au cabinet. Nous avons l'occasion, en tout cas, la chance d'avoir 2 praticiens. Donc, tout ce que nous allons vous exposer ici, c'est ce que nous pratiquons, on va dire, au cabinet. Alors, l'introduction, en fait, on va parler de la médecine traditionnelle chinoise, de l'énergie, du yin, du yang et du 5 éléments. Bien sûr, je n'aurai pas la prétention de vouloir faire un cours complet. Ça va être une introduction afin d'éclairer un peu notre pensée occidentale à l'utilisation de la gémothérapie. Il faut bien prendre conscience de la différence entre la conception occidentale et chinoise de ce qu'est la maladie et la pathologie, et en tout cas la santé. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que l'énergie, le mouvement et la mobilité est la base de la vie, tandis qu'en Occident, c'est secondaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir en second plan, pouvoir se mouvoir, pouvoir avoir de l'énergie, consommer pour avoir de l'énergie. Voilà la grande différence. Et en fait, si vous prenez une comparaison entre l'Occident et l'Orient, si vous laissez une personne âgée immobile dans un lit, alors commencent les escarres et les problèmes de santé. Donc, la mise en place, ou en tout cas la réflexion de la mobilité est importante chez nous en maison de repos. Nous avons compris cela et on a mis en place des soins de mobilité, soit par des matelas anti-escarres qui espacent par fréquence régulière les pressions, soit on demande au kiné de relever le patient pour qu'il puisse changer de position et respirer. Donc la mobilité est quand même importante. Chez nous, la matière est quand même primordiale pour la vie. Il faut de la matière pour la vie, il faut cette matière nourricière pour que la vie existe. Mais en médecine traditionnelle chinoise et surtout au niveau chinoise, la matière est secondaire. En fait, elle ne correspond qu'à une agrégation de l'énergie. Il suffit de se référer à ce qu'on parle du Big Bang. C'est justement cette réduction de mobilité et d'avancement de cette énergie qui va entraîner la matière. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait de très, très nombreuses années, des millénaires, que les Chinois avaient cette réflexion. Chez nous, en Occident, nous avons une médecine spécialisée, c'est-à-dire que vous allez voir votre médecin traitant qui, lui, va vous diriger vers l'oncologue, va vous diriger chez l'orthopédiste, chez le neurologue. Chaque matière est spécialisée, ce qui est un peu embêtant. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment spécialistes dans leur domaine et parfois, il manque une certaine vue globale de l'ensemble. En médecine traditionnelle chinoise, on parle de globalité. Je peux peut-être me permettre de dire qu'en fait, il n'y a pas réellement de spécialistes en acupuncture parce que les points existent, parce que la conception existe et on a une globalité. En médecine traditionnelle chinoise, on fait attention à l'ensemble, l'environnement du patient, où il habite, quelles sont les différences au niveau météorologique autour de lui. Et alors, c'est ce qui permet d'avoir une idée globale. Bien sûr, je voudrais juste rajouter un mot par rapport à ça, c'est que le médecin ou la médecine occidentale est une médecine spécialisée dans la pathologie, c'est-à-dire qu'elle va traiter, le médecin traite la maladie, ce sont des spécialistes de la maladie. Tandis que ce qui est au-delà, c'est-à-dire les acupuncteurs ou les naturopathes ou
autre technique, l'herboristerie, et ce sont des spécialistes de l'énergie, de la mise en place de l'énergie, de la récupération de l'énergie initiale du patient pour qu'il puisse lui-même recouvrir la bonne santé. Voilà la grande différence. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que les organes et la fonction psychique est liée, tandis que chez nous, bien que maintenant ça aille un peu mieux, on les a séparés. Ce qui était dans la tête, c'est la tête, ça n'a rien à voir avec ce qu'il se passe au niveau du cœur, du rein, du poumon ou au niveau articulaire. Mais la médecine chinoise englobe tout ça et dit que tout est lié. Pour qu'il y ait un bon fonctionnement au niveau du corps, au niveau du psychique, alors ce qu'il se passe, c'est que chez nous, ici en Occident, on dit que tout fonctionne à partir des nerfs, des hormones. Et là, ok, si le cerveau n'est pas là, on a encore une fonction vitale qui est la récurrente, qui permet à un certain moment de maintenir en vie, tandis qu'en Chine, on dit que tout le corps, l'organisme dépend de quelques lois qui sont la loi énergétique, la loi du yin et du yang et la loi des 5 mouvements. C'est qu'une petite base, mais tout part de là. Et si tout fonctionne correctement, si l'énergie circule à chaque fois d'un élément à un autre ou passe du yin au yang de façon correcte, alors la vie est là et la personne peut vivre normalement et sainement. Maintenant, ici en Occident, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, notre but, c'est de détruire l'agresseur. Et en plus, au vu des circonstances actuelles, je pense que c'est vraiment ce qu'on veut, à part un vaccin qui est justement pour empêcher l'agression. Mais la finalité, c'est de développer des anticorps pour l'idée de tuer l'agresseur. En Chine, la fonction principale pour lutter contre cet agresseur, on ne va pas le détruire. Le but est d'augmenter l'énergie vitale, l'énergie défensive pour que le corps puisse arriver à se débarrasser de façon normale l'agresseur qui est rentré. Les principes de traitement chez nous, comme je vous avais dit tout à l'heure, on va tuer l'agresseur par une substance chimique ou d'autres thérapies. En Chine, ce qui est important, c'est la prévention. Et c'est là la place des deux médecines, c'est que c'est une médecine préventive et aussi adjuvante qui permet d'aider la occidentale. Donc, le but est de ramener le patient ou de le maintenir en bonne santé. Ce qui serait bien, mais on a du mal à arriver à cela, c'est que le patient puisse consulter une médecine naturelle, que ce soit chez Philippe, que ce soit en acupuncture chez moi, mais en prévention. Et ça, c'est difficile pour nous. On va toujours consulter lorsqu'on est malade. Et ça, c'est plus dur à traiter que si vous veniez en prévention. En conclusion, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine synthétique, tandis qu'en Occident, c'est une médecine analytique. Voilà pour la petite différence. On va passer maintenant à la notion du Tao. Je pense que nous avons une petite notion, et si nous ne l'avons pas, voici l'idée du Tao. L'idée du Tao est l'ensemble et le tout. La notion du tout est très intéressante parce que vous pouvez fourrer ce que vous voulez, c'est le tout. L'ensemble qui fait notre univers, l'ensemble qui fait notre vie, l'ensemble qui fait les êtres vivants, c'est le tout. Et on appelle ça en médecine traditionnelle chinoise le Tao. C'est une idée. Voici une petite définition. Il y avait un être sans ordre, sans structure intérieure et en même temps parfait avant que le ciel et la terre n'existent. Voici une définition chinoise. Voici une autre. Il était silencieux, en tout cas c'est la suite. Il n'avait pas de forme, il existe en soi, il ne change jamais. Il est éternel, dépend de rien et ne contient pas de choses. On peut le considérer comme la mère du monde entier. Il a créé toutes choses, je ne connais pas son nom, mais je l'appelle Tao. Pour les avertis, en tout cas, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une certaine ressemblance ou correspondance par rapport aux écrits anciens, que ce soit dans l'Ancien Testament. Voici une autre idée, et ça c'est plutôt chinoise. Le Tao, qu'on appelle le Tao, n'est pas Tao. Celui qui pose des questions sur le Tao et celui qui y répond ne sait pas ce qu'est le Tao. Ça c'est chinois, je vous laisse méditer dessus. Voici la première réflexion philosophique, c'est le Qi. Le Qi est l'énergie. Nous avons une idée de l'énergie, parfois un peu tronquée, mais on va peut-être vous aider. La première idée de l'énergie, c'est le rayonnement solaire. C'est une énergie, elle permet de chauffer. Grâce à elle, il y a des réactions
chimiques à l'intérieur des cellules pour transformer cette énergie solaire avec de l'oxygène. Ça permet la transformation pour avoir de la vitamine D. Cette énergie solaire, comme je vous ai dit, permet de chauffer, mais non seulement, permet aussi d'informer. Une autre idée de l'énergie, le chi, c'est ce qui est à l'intérieur de votre corps, c'est ce qui permet justement de fonctionner. Le chi est universel, le chi n'est non visible. Encore une dernière idée, la notion du chi peut être interprétée par le déplacement des électrons. Et ça, c'est pour les plus physiciens de votre côté, c'est-à-dire que, par exemple, l'électron va partir de la borne négative pour aller vers la borne positive, ou pour de la borne positive pour aller vers la borne négative. Et donc, le déplacement de ces électrons peut donner une idée, justement, de cette énergie qui se déplace. Alors, la physiologie chinoise dit qu'il y a 4 sortes d'énergie dans l'organisme. Il y a l'énergie qui parcourt les méridiens, donc cette idée d'électrons qui se déplacent sur les méridiens. Il y a pas que les électrons, mais il faut aussi se rendre compte que lorsque vous allez apporter une source de chaleur sur un point d'acupuncture, les patients ressentent, ou vous allez ressentir justement ce déplacement de chaleur dans la direction du méridien. Ça, c'est une autre idée. Et maintenant, beaucoup de personnes utilisent tout ce qui est la photothérapie, l'utilisation de la lumière ou certaines ondes, fréquences vibratoires qui se déplacent sur le méridien. La dernière idée, c'est en kinésiologie, il y a l'utilisation des diapasons. On tape un petit coup, il y a une fréquence, vous placez sur le point d'acupuncture et le patient ressent ce déplacement ondulatoire. Enfin, pour assurer les différentes fonctions de notre organisme, il nécessite une quantité d'énergie spécifique en fonction du travail effectué. Ça, c'est comme chez nous. Et il y a chaque organe et chaque entraille ont, eux, à l'intérieur, comme une batterie, sa propre source d'énergie. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut que l'énergie céleste, l'énergie de l'univers, l'énergie du macrocosme puisse venir remplir le microcosme qui est votre organisme. Alors, voici les sources d'énergie que je vous avais parlé. Il existe la première source énergétique, c'est le Yuan Shi. C'est une énergie ancestrale, c'est-à-dire que vos parents vous donnent une partie de leur énergie qu'ils transmettent dans le spermatozoïde ou l'ovule, et c'est l'association des deux qui fait que vous avez au départ une quantité énergétique qui va diminuer avec le temps, et ce qui est juste par rapport à notre vie, nous vieillissons. Et donc, ce Yuan Shi va commencer à s'éteindre avec le temps. Donc, l'énergie ancestrale donnée par les parents. Si nous souffrons d'une certaine déficience, elle est due par le manque de l'énergie des parents. La deuxième ressource, là, on parle d'énergie acquise, c'est l'énergie céleste, c'est l'énergie respiratoire. Et oui, il est intéressant et même important d'avoir un bon air, c'est-à-dire de bien respirer. C'est pour ça que se promener dans les forêts, c'est très important. C'est pour ça qu'il existe des formations sur la sylvothérapie, justement pouvoir aller acquérir l'énergie céleste qui va rentrer par les voies respiratoires supérieures et pouvoir donner un dynamisme et un bon état de santé. À une certaine époque, on envoyait les enfants soit à la mer, les asthmatiques, ou à la montagne, parce que l'énergie, on disait, en tout cas l'air, était meilleur. Le troisième type de ressource énergétique est la ressource énergétique acquise, qui est solide ou liquide. Vous avez tout de suite compris, c'est les aliments, c'est-à-dire ce que votre corps aura la capacité de retirer dans l'aliment. Vous avez des liaisons chimiques, par exemple le glucose. Lorsqu'il est lié à plusieurs glucoses, on aura un polysaccharide et l'effet de couper ces liaisons pour les séparer va libérer une quantité d'énergie. Et ça, c'est l'énergie alimentaire. C'est une façon d'expliquer, les Chinois l'expliquaient autrement, bien sûr, mais ce côté physique permet parfois d'avoir une bonne image. Et la dernière ressource énergétique, c'est Osawa qui dit qu'un bon stress physiologique permet de libérer de l'énergie qui est déjà dans notre organisme. Voilà ce que concerne le Qi. Maintenant, nous allons passer à la deuxième réflexion philosophique, c'est l'énergie yin et l'énergie yang. Il faut savoir que nous avons représenté
Le Tao, c'est l'ensemble du yin et du yang. Voici le yang dans cette coloration du feu, et voici l'eau qui est le yin dans cette image, dans ce référentiel. Et il faut savoir que le Tao a la capacité de pouvoir maintenir les contraires ensemble. Et pour ne pas qu'il y ait une dissociation, il permet de garder le yin et le yang en place, même s'ils sont contraires. Le feu est contraire de l'eau, le feu peut faire évaporer l'eau, l'eau peut éteindre le feu en fonction de cette proportion. Mais le Tao, lui, permet de les maintenir en place. Et donc, le yin et le yang sont simplement deux facettes d'une même réflexion, c'est-à-dire que lorsque vous avez un être humain centrale. Vous avez ici l'idéogramme de l'oreille, vous avez ici la joue, et voici comment on dessine une oreille en chinois. Voilà, vous avez la première lettre chinoise, le premier mot que vous avez appris, la notion d'oreille. Une fois votre oreille est du côté de la Lune, une fois votre oreille est du côté du Soleil, et lorsque les astres vont tourner, celui qui était du côté de la Lune va se retrouver du côté du Soleil. Et donc, le soleil, la lumière, représente le yang, la force montante, l'énergie, tandis que lorsque vous êtes du côté lunaire, c'est le yin, c'est-à-dire la matière. On peut le remplacer par le feu, comme on l'a vu tout à l'heure, ou l'eau pour le yin. Alors, l'image que je vous ai expliquée avec l'oreille peut être interprétée d'une façon différente. Voici l'être humain ou voici la colline. Lorsque vous avez une montagne, vous avez deux versants. Un versant qui va être ensoleillé avant midi et un versant qui sera ombragé avant midi. Dès que le soleil aura fait sa course, alors celui qui était dans le versant ombragé, caché, deviendra sous la lumière. Donc ça veut dire que rien n'est éternel, vous ne serez jamais tout le temps yang, ni jamais tout le temps yin. Il y a un mouvement, vous passez d'une phase de veille à une phase de sommeil, et si vous ne dormez pas, si vous restez yang tout le temps, à ce moment-là, vous commencez à déraper et vous allez droit vers la mort. Donc un excès d'un élément n'est pas bon. Alors, une définition chinoise qui est présentée, Yi Yin, Yi Yang, Tao Ye. Donc, vous voyez que là, on parle bien du Yin, on parle bien du Yang, et on y a établi le nom de Tao. Le mot de Tao, ça veut dire une fois vous passez au Yin, une fois vous êtes Yang, tout ça, c'est le Tao. Et donc, on sait qu'il y a une notion de polarité. Et polarité, l'image la plus simple, c'est justement cet aimant. Vous avez un pôle nord et un pôle sud. Sur cette terre, nous avons un côté nord, un côté sud, un pôle sud et un pôle nord. Et il y a obligatoire, il est obligé qu'il y ait cette dualité. Et si vous poussez votre réflexion plus loin, tout est basé sur ces structures de binaire, à tel point que votre système informatique ne communique qu'entre des 0 et 1. 0 et 1, voici la notion binaire, entre le plein et le vide. Dans le yin et le yang, on a établi un essai-définition un peu plus clair pour nous, c'est-à-dire que le yin et le yang, c'est la réunion des deux parties opposées, existant dans tous les phénomènes et objets. Et c'est ce que je venais de vous dire, en relation réciproque dans un milieu naturel. Et naturel, c'est-à-dire ce que nous vivons. Bien sûr, la science, la physique, parfois arrive à faire des extractions justement d'une position, d'un élément, et même parfois on arrive à retirer, par exemple, d'un noyau, soit plutôt le proton, plutôt le neutron. Donc, on arrive à un certain extrême, mais lorsqu'on le regarde à l'intérieur, il y a toujours cette polarité de yin et de yang. Voici un grand schéma théorique, c'est juste pour vous les citer, c'est que voici les 4 grandes règles pour que tout puisse s'établir correctement et que tout puisse tourner correctement. Donc la première chose, c'est qu'il y a universalité et divisibilité. Tout peut se diviser dans le monde entier, dans l'univers, en yin et en yang. Il y a complémentarité et interdépendance, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Il y a opposition et restriction, c'est-à-dire que l'un peut réduire l'activité de l'autre, et vous avez enfin mutation et transformation, c'est-à-dire qu'un élément, en tout cas l'énergie de type yang ou yin en excès, lorsqu'il arrivera à son sommet, va se transmuter
dans l'autre type. C'est l'exemple parfait, c'est par exemple lorsque vous faites une insolation, vous êtes à la plage bien tranquille, trop de soleil, trop de yang, vous allez avoir une insolation et le passage de cette insolation, une fois que cette température aura descendu, vous avez des tremblements et vous claquez des dents. Donc on est passé du yang au yin. Voilà, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif d'idées de yin et de yang. C'est là où j'interviens et avec Philippe, on s'est mis tous les deux d'accord. Donc, si vous voulez les DIA, il n'y a pas de problème. Vous pouvez sans souci nous envoyer un petit mail et vous allez recevoir les DIA de ce petit film. Donc, pour qu'on retienne bien, la femme est féminin, l'homme est masculin, la matière, comme je vous ai dit tout à l'heure, est yin, l'énergie est yang, et par exemple, la nuit est yin, le jour est yang. L'activité ou le repos, l'activité est yang et le repos est yin. Alors voilà, ça c'est les deux premières réflexions. Et maintenant, on va parler justement des 5 mouvements, l'idée des 5 éléments, ce qui est le sujet quand même de ce petit film. La théorie des 5 mouvements remonte déjà à l'Antiquité. Ce qui est très intéressant, c'est très ancien, donc il a déjà été éprouvé. Je sais déjà que dans certaines parties justement du côté asiatique ou Inde, on peut commencer à voir les 4 éléments. Mais vous verrez qu'il y a toujours un lien entre la réflexion ancestrale et chacun a développé une théorie sur la même base. Donc, elle a été écrite dans le classique de l'interne. C'est le plus ancien ouvrage sur la médecine traditionnelle chinoise. Et déjà là, par l'empereur Jaune, il a été réfléchi et mis sur papier cette théorie. Donc, comme le yin et le yang, il constitue tout l'univers. Tout l'univers peut être catégorisé en 5 parties. Les 5 éléments représentent les 5 potentiels inhérents à tout phénomène, 5 phases, 5 processus fondamentaux en mouvement et en connexion permanente. Ils ne peuvent exister l'un sans l'autre, comme le yin ou le yang ne peut exister l'un sans l'autre. Alors, on peut aussi donner des symboles, et les symboles, c'est un symbole, c'est-à-dire il a été réfléchi par rapport à. Donc, l'élément feu, l'élément terre, l'élément métal, l'élément eau et l'élément bois. Et donc, chaque élément représente une énergie particulière. Et je pense que l'idée intéressante, c'est la lumière de l'été, le rayonnement lumineux, où la clarté n'est pas la même que celle que vous allez voir en hiver. Et au printemps, vous dites, ouh, il fait vraiment plus lumineux. Et en fait, rien d'autre n'a changé. Ce qui se passe, c'est que l'énergie est différente et elle correspond à l'élément. Une autre idée d'énergie, c'est la fréquence vibratoire. Il y a une fréquence vibratoire qui correspond à un élément, et alors, voilà, ça a été exprimé par des symboles. Chaque élément correspond à une énergie particulière en fonction des organes et des entrailles, et donc on a pu mettre les organes et les entrailles dans un élément. Alors, les 5 éléments constituent un premier outil pour justement élaborer un diagnostic ou un traitement. Là, on rentre plus précisément, mais je vais juste un peu vous détailler les 5 éléments et on en parlera pour chaque partie parce que nous allons scinder la gémothérapie et les 5 éléments par élément et vous aurez une vidéo par élément. Alors, le bois, lui, correspond au printemps et l'idée, c'est l'expansion. On va vers le haut, l'extérieur et dans toutes les directions. Il est associé à la naissance. Il est positionné à l'est. Et donc, sa notion, c'est de jaillir, monter. Le bois, la croissance des arbres au printemps ne fait que monter. Les bourgeons s'ouvrent et on prend du volume vers le haut. Voilà. La médecine traditionnelle dit que ça correspond au mouvement musculaire et surtout à la contractibilité du muscle. Dans l'élément feu, c'est plutôt l'été. C'est un mouvement qui est ascendant aussi, mais là, il départ et va vraiment vers le yang. La médecine chinoise dit que le feu est positionné au sud et alors on le dessine tout en haut. Il a une association comme tissu, c'est-à-dire les gros vaisseaux. Tous les gros vaisseaux dépendent de l'énergie de l'élément feu, en lien le cœur. Le métal correspond à l'automne et est associé à la moisson. Position à l'ouest, il a une notion de condensation, de compression, il est astringent.
Voilà, cet élément recentre les énergies périphériques vers l'intérieur. Donc, ça peut être réfléchi pour certaines pathologies. Lorsque vous avez une hypersudation, il serait intéressant de ramener cette sudation vers l'intérieur pour qu'il n'y ait pas un assèchement. Alors, on travaillera l'élément métal. On le positionne à l'ouest, ça a été dit, et l'élément eau, lui, est un élément qui correspond à l'hiver. Il a vraiment une notion de descente et va toucher l'énergie vitale en profondeur. L'eau est le réservoir de l'énergie yin, comme le feu est le réservoir de l'énergie yang. Il est représenté par le nord. Voici une situation ancestrale des 5 éléments. On plaçait toujours la terre au milieu, car l'empereur se permettait de se déplacer à partir du palais central vers chaque élément en fonction de la saison en été. Il partait justement dans le palais d'été qui représentait l'élément feu. Et puis, il revenait les 20 derniers jours de la saison pour se ressourcer, pour se remettre en état avant de passer à la saison suivante. Et par ce schéma, vous comprendrez l'importance de l'élémentaire, ce qui explique que quand vous utilisez la gémothérapie des 5 éléments, il est important d'avoir l'élémentaire et il est intermédiaire de chaque saison. Alors, l'élémentaire, on dit qu'il définit les 18 jours approximativement. Hein. La Terre n'a pas de saison propre, on dit plutôt que c'est l'été indien ou l'intersaison. L'énergie vitale vient se régénérer comme l'empereur par le passage à la saison de l'élémentaire. C'est le sol protecteur et fécond. La notion de fécond donne l'idée de transformation. Tout ce que vous allez placer dans la terre va être transformé. Et c'est cette idée que chaque fois, vous devez revenir au centre. L'idée du centre, intéressant, parce que la Chine s'appelle la terre du milieu. Voilà une petite relation intéressante. En position centrale et intermédiaire, elle joue le rôle d'un centre d'échange qui permet une cohérence paisible et fructueuse avec les 4 autres éléments. Elle assure l'équilibre, la tempérance et la stabilité. L'élémentaire donne la forme du corps, construit les masses corporelles, et donc quelqu'un qui est vraiment décharnu peut avoir un vide de l'énergie, de la rate, ou en tout cas de l'élémentaire. Voilà une position actuelle des éléments. On les met un à la suite de l'autre, ce qui permet une meilleure compréhension pour nous néophytes. C'est-à-dire que l'élément bois est la naissance, va donner l'élément feu, qui va donner l'élément terre, les cendres, bien sûr, et c'est au fond de cette terre que va sortir, il va y avoir cette astringence, ce travail des plaques tectoniques, ce travail de pression interne qui va permettre la production du métal. Le métal permet justement de pouvoir ramener, préparer l'eau. En tout cas, la condensation est utilisée aussi sur des plaques de métal pour récupérer l'eau qui se trouve dans l'air. Et l'eau permet justement d'hydrater et de nourrir le bois. On appelle ça le cycle d'engendrement, le cycle mère-fils. Et puis, il y a bien sûr, pour éviter que tout ne part en vrille, un cycle de contrôle, le cycle Co. Le bois contrôle la terre et empêche justement ces glissements de terre qui actuellement sont vraiment prépondérants. Dès qu'il pleut de trop, vous avez la terre qui glisse, il manque ces arbres, il manque ces arbustes, il manque cet élément bois qui va ancrer la terre et empêcher de glisser. La terre, bien sûr, elle contrôle l'eau, l'eau contrôle le feu contrôle le métal et le métal contrôle le bois. Je vous ai placé un petit tableau récapitulatif par élément en fonction des saisons, de la direction, des cycles, la couleur, les organes, les entrailles, les tissus, les 5 sens, le climat, les saveurs. Voilà. Pour cette introduction pas trop longue, je vous ai mis... je vous invite à suivre le premier élément, qui est en fait l'élément métal. Nous avons commencé par l'élément métal, et puis vous pourrez suivre les suivants. Voilà, je vous remercie beaucoup.